Bonjour, bienvenue à tous pour notre premier webinaire d'Emeraude de l'année. Et j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui débute. Avant de laisser la parole à notre intervenant, M. Vernet, qui va nous parler de l'introduction aux bases juridiques de l'exercice soignant, je vais vous rappeler quelques bases pour le bon déroulement de ce webinaire. Durant ce dernier, vous pourrez poser vos questions via l'onglet questions-réponses qui se trouve en haut de votre écran. Monsieur Vernet y répondra à la fin de son intervention. Je vous informe également que vos micros et vos caméras ont été désactivés. Donc, vous ne pouvez nous communiquer avec nous que par l'intermédiaire de l'onglet questions-réponses. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous remercie de compléter le questionnaire de positionnement qui vous a été adressé par mail avec le lien de connexion d'aujourd'hui. À l'issue du webinaire, un questionnaire des acquis et un questionnaire d'évaluation vous sera adressé. La complétude de ces deux questionnaires est très importante pour nous permettre de vous adresser votre attestation de participation. Le replay, pour cette fois-ci, vous sera adressé et mis à disposition à partir du lundi 27 janvier, excusez-moi. Maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Vernet et je vous remercie d'avance pour vos retours et je vous souhaite un bon webinaire. À tout à l'heure. Merci, bonjour mesdames et messieurs. Donc, comme indiqué, c'est une introduction aux bases juridiques de l'exercice soignant. Donc, les bases, ce sont les prérequis. C'est ce qui produit et fait fonctionner les règles de droit et c'est ce qui produit le cadre dans lequel ces règles de droit s'insèrent. Et donc, ces bases juridiques sont un peu générales parce que ça vaut pour le droit de la santé, lequel encadre l'exercice soignant, ça vaut pour tous les secteurs du droit. Alors, comme précisé dans la note explicative du flyer, on ne va pas aborder les textes qui régissent le droit de la santé, ils sont nombreux et ça n'a pas d'intérêt d'évoquer ces textes si on ne sait pas comment ils sont produits, si on ne sait pas comment ils s'articulent entre eux, si on ne sait pas comment on les applique. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et donc il faut, dans un premier temps, avoir une idée de comment finalement les juristes raisonnent pour intégrer ensuite les éléments spécifiques du droit qui correspond aux fonctions soignantes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préoccuper des textes, hein, mais ce sera l'objet de modules complémentaires sur un certain nombre de questions de droit de la santé qui vont pouvoir vous être proposées ultérieurement. Hein, aujourd'hui, on va en rester à un raisonnement généraliste, et ce raisonnement généraliste, je vous le propose parce que j'ai constaté souvent combien les soignants étaient en difficulté par rapport à ces questions quand ils étaient confrontés à des nécessités à faire appel au droit ou parce que le droit s'imposait à eux. Alors, il y a une réticence des soignants à se préoccuper de ces questions. Alors, généralement même une réticence très au-delà des soignants. Pourquoi? Parce que le droit a un vocabulaire particulier, mais après tout, dans le monde soignant, il y a aussi un patois. Chaque profession a son patois, son vocabulaire particulier. Le droit a peut-être parfois un vocabulaire un peu suranné, même si on essaie actuellement de faire évoluer les choses. C'est aussi parce que ça nous confronte à ce qui fait peur. Hein, ça nous confronte au tribunal et dès qu'on dit tribunal, les gens paniquent parce que ça évoque la contrainte, ça évoque la prison, ça évoque l'erreur, ça évoque la faute, ça évoque le mal. Hein, et donc, c'est quelque chose qui nous met toujours en difficulté. Et donc, on essaie d'éviter de s'y confronter. Puis parce que et c'est à tort qu'on a cette représentation. Dès l'instant où on se confronte au droit, donc à la justice, donc au tribunal, on a le sentiment d'être le pot de terre contre le pot de fer. Et c'est une fausse représentation
parce que finalement, le droit nous aide à délimiter un certain nombre de difficultés et à les dépasser. Et de toute façon, ce n'est pas une bonne solution de se désintéresser du droit parce que toute notre existence est organisée par le droit. Il est un produit de la puissance publique, de l'État, qui met en place un certain nombre de normes juridiques, mais c'est aussi nous-mêmes qui en produisons en permanence. C'est les contrats que nous passons dans notre vie quotidienne et nous passons en permanence des contrats sans nous en apercevoir, hein, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Nous allons chez le boulanger, nous achetons notre baguette de pain, nous avons passé un contrat. Donc toute notre vie est organisée dans un système d'échange, d'obligations réciproques, et donc vous avez déjà entendu parler d'obligations de résultat, de moyens, et c'est ce système qui nous environne, hein, et c'est ce que nous devons respecter, les normes produites par la puissance publique, mais les normes que nous nous imposons nous-mêmes à travers les contrats que nous passons, nous nous engageons à les respecter. Et cet engagement, c'est ce qui va constituer notre responsabilité. Et si nous ne respectons pas nos engagements ou les obligations produites par la puissance publique, eh bien, nous engageons notre responsabilité. Et cette responsabilité nous amène à devoir réparer ce que nous n'avons pas fait correctement. Alors, ce système du contrat, il est, dans le monde soignant, à la base de toute l'activité libérale. Il est le reflet de la liberté des acteurs, de leur autonomie décisionnelle, de l'autonomie de leur volonté, de leur capacité à trouver, finalement, toujours le juste milieu, le point d'équilibre, et à essayer de sortir des situations complexes. Alors, la justice, les tribunaux dans leur ensemble vont essayer, quand les acteurs eux-mêmes n'arrivent pas à se mettre d'accord, n'arrivent pas à trouver un point d'équilibre, n'arrivent pas à pouvoir dépasser une situation de conflit. Alors, c'est rarement entre le bien et le mal, hein, le conflit, c'est parfois entre deux façons de penser le bien, ce qu'on appelle un conflit de légitimité. On a chacun un point de vue qu'on pense être vrai, et donc on essaie de le faire valoir. C'est exactement la même chose que le dilemme éthique. Et donc la justice, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dégager ce qu'on appelle une phronésis, la prudence, hein, au sens qu'Aristote donne à ce mot, c'est-à-dire la recherche d'un juste milieu, d'un équilibre. Et c'est la raison pour laquelle on appelle jurisprudence, juris c'est la justice, jurisprudence, les décisions de justice. Alors, ce strict équilibre, il existe entre les particuliers, plus ou moins, ou en tout cas c'est le but, mais avec la puissance publique, avec l'État et ces démembrements, qui sont des différentes collectivités ou autorités indépendantes, il y a un déséquilibre parce que la puissance publique a des prérogatives qui sont supérieures à celles des particuliers, qu'on appelle exorbitantes du droit commun. Mais ça ne veut pas dire que la puissance publique n'est pas tenue de respecter la règle de droit. Hein. Elle a tendance à l'oublier parce qu'elle est justement la puissance publique et qu'elle pense qu'elle a toujours raison, mais elle n'a pas à penser que c'est elle qui fait le droit. Elle le fait, mais elle doit le respecter, elle doit respecter ce qu'elle a fait comme droit. Et donc, c'est parfois quelque chose qu'elle oublie, et c'est ce qui m'a toujours un petit peu surpris, c'est que la puissance publique est sous-administrée d'un point de vue juridique. Et elle n'est pas toujours aidante et elle n'est pas toujours dans le vrai. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est bien que les particuliers, que les individus essaient eux-mêmes de comprendre un peu les choses. Alors, je disais que le système du contrat est véritablement ce qui est au cœur de l'activité soignante en activité libérale. Mais aujourd'hui, et depuis la loi de 2002, dite loi Kouchner, le contrat est quelque chose qui imprègne
toutes nos activités soignantes. C'est le modèle du contrat. Et ce modèle du contrat, il est organisé autour du pivot de ce qu'est le contrat, c'est-à-dire le consentement. Hein. On consent aux soins et on a une liberté finalement de ne pas y consentir. Et donc c'est véritablement quelque chose qui est fondamental dans le soin, cette notion de contrat et cette notion que le contrat engage de consentement. Alors, dans l'activité libérale, c'est quelque chose qui a été défini il y a longtemps. Hein. Ça a été défini par la Cour de cassation dans un arrêt Mercier du 30 décembre 1936 qui postule qu'il existe entre le médecin et par extension toutes les professions de santé un contrat et qui indique sur quoi se base ce contrat, et c'est quelque chose dont vous avez souvent entendu parler, une obligation de moyens. Mais l'intérêt de cet arrêt, c'est qu'il va définir ce qu'est cette obligation de moyens. Hein, parce que souvent, on entend ce mot sans véritablement savoir à quoi il correspond. Hein, on a l'impression que, bon, voilà, on fait ce qu'on peut, c'est peut-être ça l'obligation de moyens. Non, la Cour de cassation a défini très clairement ce qu'est cette obligation de moyens. Je vous le dis en substance, on y reviendra de manière plus précise. Il n'est pas demandé au médecin, et donc par extension à tout professionnel de santé, de guérir son malade, ce qui serait là l'obligation de résultat, mais de lui apporter des soins. Et là, c'est la définition de l'obligation de moyens, non pas quelconque, mais attentif et conforme aux données acquises de la science. Et donc, les choses restent toujours assez générales, mais tout de même, là, on sait à peu près le comportement personnel du soignant, le comportement professionnel du soignant et cette idée qu'il faut être conforme aux données acquises de la science. Alors, conforme aux données acquises de la science, ça ne veut pas dire que il faut utiliser toutes les ressources de l'imagerie médicale systématiquement. Ça veut dire qu'il faut toujours justifier le choix qu'on a fait. Et justifier ce choix qu'on a fait, eh bien, il faut que ça puisse être porté en cas de litige à la connaissance de la justice qui l'arbitrerait. Et cette connaissance, elle se fait à travers, finalement, le dossier médical. Le dossier médical, en cas de litige, apporte des éléments de preuve. Et depuis il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours, la Cour de cassation a précisé que ce dossier médical apportait la preuve et que si les notes dans le dossier médical ne permettaient pas d'apporter la preuve, c'est la version du patient qui serait prise en compte et ça serait une présomption de faute de la part du professionnel soignant. Donc, c'est quelque chose là qui est tout à fait précisé par la jurisprudence et avec de plus en plus d'éléments dans les détails. Alors, obligation de moyens, certes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas en certains domaines une obligation de résultat. Et il faut, par exemple, utiliser des produits exempts de vices et des objets qui ne constituent pas un préjudice. Exempt de vice, c'est ce qui s'est passé avec le sang contaminé. Il y avait là quelque chose, un double problème, parce qu'il n'était pas exempt de vice, ce qui entraînait une responsabilité civile. Hein. On doit réparation des fautes qu'on a faites, y compris en utilisant des produits ou du matériel. Et là, il y avait un deuxième élément, c'est qu'on savait qu'il n'était pas exempt de vice et de manière intentionnelle, on l'a utilisé et ça introduisait à une responsabilité pénale. Mais ceci, hein, donc, dans toute situation, dans tout contrat, il faut fournir une chose qui soit exempt de vice. Hein. Dans un contrat, on fait un accord sur la chose et sur le prix, pour dire les choses rapidement. Eh bien, cette chose doit être exempt de vice, et c'est pour ça que dans tout contrat, il y a quelque chose qu'on appelle la garantie des vices cachés.
Vous le connaissez, quand on achète quelque chose, on dit c'est sous garantie. Eh bien, c'est ça que ça veut dire. C'est que les vices cachés sont quelque chose qui prévient les éventuels vices dont on n'aurait pas eu connaissance. Alors, accord sur la chose et sur le prix, vous voyez qu'il y a un élément de réciprocité dans le contrat. Alors, le prix est souvent la réciprocité de ce qui va être apporté. Hein, on paye la consultation en échange de la consultation donnée, mais il y a d'autres éléments de réciprocité. Mais tout contrat fonctionne, et on appelle ça dans le patois juridique d'une manière synalagmatique, c'est-à-dire avec une réciprocité. Donc, vous voyez que le droit, c'est une manière de penser la réalité. Et quand on a compris ça, eh ben, on a beaucoup moins de prévention vis-à-vis du droit. Et puis, on est assez sécure et même on est assez efficace. Et puis, même, ça peut être amusant. Hein. Moi, je me suis bien amusé parfois avec le droit. J'ai fait annuler quelques arrêtés préfectoraux. J'ai fait un jour annuler le fichier des tribunaux de police sur les contraventions. Ils avaient oublié de le déclarer. Ben oui, c'est une obligation de déclarer les fichiers à la CNIL. Eh bien, nul n'y est exempt, pas même les tribunaux. Et donc, vous voyez, c'est un petit plaisir de temps en temps qu'on peut avoir en utilisant le droit. Alors bon, on peut avoir d'autres types de plaisirs, mais au moins, c'est une manière de vous dire que face au pot de fer, le pot de terre, il n'est pas sans effet. Oser, alors le jour, je dirais, à l'époque, on m'avait dit, vous avez osé mettre monsieur le préfet au tribunal. Ben, j'ai dit, oui, j'ai osé, et j'oserai encore si c'est nécessaire. Donc, vous voyez, on n'est pas sans moyen de défense. Alors, à partir de là, qu'est-ce que c'est le droit? Ben, c'est toutes les règles qui organisent les rapports entre les hommes et qui font fonctionner les organisations. Donc, c'est sous le contrôle de l'État et c'est l'État qui produit la règle, sauf si c'est nous-mêmes qui faisons des contrats. Il produit la règle, il la fait appliquer et cette application, ben, c'est la justice. La justice ne produit pas la règle, elle l'interprète, elle a dit, hein, jus dicere, dire le droit. Elle, donc, à travers sa jurisprudence, elle va essayer de dégager la façon dont on doit appliquer les règles qui ont été produites par la puissance publique ou qu'on a mis en place à travers des contrats. Et donc tout ça, c'est pour régler des conflits, pour arbitrer des différences d'appréciation de la règle. Alors, ce droit, c'est ce qui s'applique ici et maintenant, ce qu'on appelle le droit positif. Alors, il est en permanence évolutif, hein, parce qu'on produit sans cesse de la règle nouvelle, parce qu'on interprète en permanence, en fonction des litiges, cette règle. Et donc, c'est tout ça qui constitue le droit positif. Et donc, il n'y a pas un droit inébranlable, inaliénable, qui ne serait pas modifiable, même si on essaie de faire en sorte qu'il soit généralement assez fixé, parce que sinon c'est une règle qui se modifierait tout le temps, ça ne serait pas une source de sécurité. Et donc le droit a pour objet d'apporter une forme de sécurité dans les transactions, donc dans les relations entre les gens. Alors, cette caractéristique de la règle de droit a une certaine sécurité, mais elle doit être générale. Elle ne doit pas s'appliquer à une situation particulière. La jurisprudence, c'est toujours une situation particulière, mais la règle de droit, elle est générale, elle concerne le plus grand monde. Elle est impersonnelle, donc elle ne s'adresse pas à une situation particulière. Elle est permanente, autant que faire se peut. Hein. Il y a des règles de droit que nous avons en place depuis la Révolution française, par exemple. Aujourd'hui, elle a tendance à changer souvent sous l'effet de l'actualité, mais elle a un caractère qu'on essaie de faire durer le plus longtemps possible. Elle est obligatoire. On ne peut pas y déroger, que ce soit celle que nous avons décidée nous-mêmes à travers les contrats ou que ce soit celle qui a été produite par la puissance publique. Et ne pas respecter la règle eh bien, entraîne notre responsabilité, c'est-à-dire un droit à réparer les préjudices qui peuvent être causés par notre irrespect et l'annulation parfois des effets de cette transgression. Alors,
voudrait tout de suite, tout de même, enlever un certain nombre d'idées reçues, parce que les profanes pensent un certain nombre de choses qui sont fausses. Premièrement, le droit n'est pas la loi. Hein, et on pense souvent que la loi résout tout. Mais non, dans la loi, on a ce qu'on appelle une compétence d'attribution. C'est-à-dire qu'elle ne concerne que certaines situations, la fiscalité et toutes les questions de liberté. Hein, on ne peut pas priver qui que ce soit de liberté en dehors d'une règle de droit qui est la loi. Hein, mais il y a des tas de choses où la loi ne va pas intervenir. Ce sont d'autres textes de droit qui interviendront. Donc, le droit n'est pas la loi. Et quand on dit j'ai la loi pour moi, eh ben, non, c'est pas forcément la loi. Ça peut être le décret, ça peut être un arrêté, ça peut être autre chose. Le droit ne se limite pas non plus à des textes. Hein, il ne faut pas forcément avoir la révérence de ce qui est écrit. Alors en France, on l'a un peu, on a tendance par rapport au mode anglo-saxon. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites et qui s'imposent. Les bonnes pratiques dans le soin, longtemps, n'ont pas été écrites et elles s'imposaient. On ne pouvait pas faire n'importe quoi. Ou si on faisait n'importe quoi, eh bien, on pouvait se trouver condamné au nom de bonnes pratiques. Et puis, vous avez, quand vous avez un contrat de location, vous devez utiliser les choses en bon père de famille. Vous êtes peut-être une femme seule, vous n'avez peut-être pas d'enfant, mais vous devez l'utiliser en bon père de famille. Ça veut dire comme un Français moyen, d'une certaine manière, lequel peut varier dans le temps, lequel peut varier géographiquement. On ne va pas avoir forcément les mêmes attentes à Marseille qu'à Strasbourg en termes de bruit, par exemple. Et donc, il y a comme ça des usages qui sont régionaux, qui sont professionnels, qui vont avoir une valeur juridique, une valeur de règle. Et puis, la justice, contrairement à son nom, n'est pas juste. Elle ne cherche pas forcément à être juste, elle cherche à être efficace, donc à dépasser certaines situations conflictuelles. Encore une idée reçue, les juges n'appliquent pas la loi, ils doivent trouver une base légale à leur décision, ce qu'on appelle la motivation. Et donc, dans toutes les lois, il suffit qu'ils en trouvent une. Bon, il faut qu'elle soit quand même assez proche du litige, mais l'idée que on a la loi pour soi, pas toujours, parce qu'il peut y avoir d'autres textes qui vont être mis en place. Et donc, c'est toujours un petit peu aléatoire, la jurisprudence. On ne sait pas si la motivation est celle que nous aurions retenue. Et j'insiste tout de suite sur cette idée de motivation. C'est très important, la motivation. Tout acte administratif, et une décision de justice est une forme d'acte administratif, tout acte administratif doit être motivé. Et cette motivation, eh bien, elle est souvent oubliée par les administrations. Tout acte administratif, quel qu'il soit, doit dire pourquoi il est pris, au nom de quoi il est pris. Hein, et donc, en tout cas pour la justice, cette motivation, elle est prise après une idée de la solution qu'on souhaite trouver. On cherche ensuite, on a une idée de ce sur quoi on veut aboutir. On va ensuite chercher tous les textes justificatifs. Et puis, dernière chose, dernière idée reçue que je voudrais lever, c'est qu'il n'existe pas de vide juridique. On entend sans cesse parler de vide juridique. Non, il peut exister un vide normatif, un vide de règles, mais même dans le silence des textes, le juge doit trancher toujours les litiges qu'on lui soumet. Sinon, ça s'appelle un déni de justice. Et donc, il engagerait là sa responsabilité. Dans le silence des textes, il faut trancher le litige. Et pour cela, il lui arrive de créer du droit. En principe, il ne doit que le dire et pas le créer, mais il peut créer du droit. C'est toute la question de l'abus de droit, hein, qui a été une notion très jurisprudentielle. Les chicaneurs permanents qui vont aller sur des queues de cerises, parfois ça a son intérêt, mais il ne faut pas qu'ils procèdent à de l'abus de droit, c'est-à-dire à des procédures inutiles. Et puis, pendant très longtemps, la responsabilité était personnelle.
n'allait pas sur les objets dont on se servait. Et les juges ont décidé que les choses dont on a la garde, donc les objets dont on se sert, les produits dont on se sert, peuvent engager notre responsabilité au nom de la responsabilité du fait des choses dont on a la garde. C'est véritablement une création par les juges. Et donc, c'est là quelque chose qui faut prendre en compte comme un élément important de la justice. Il existe donc diverses catégories de droits et il faut véritablement que vous ayez ces notions à l'esprit. C'est qu'il existe une grande séparation dans le droit français entre le droit public et le droit privé. Le droit public, c'est tout ce qui va concerner les administrations, le rapport des citoyens, des particuliers avec les administrations, le rapport des administrations entre elles, des fonctionnaires avec leur administration. Le droit privé va nous amener à connaître d'autres choses, d'autres éléments, en disant que j'avais commencé à vous dire qu'il y avait des distinctions importantes entre droit privé et droit public. Hein, et donc, ça va entraîner des distinctions dans l'ordre juridictionnel entre juridiction administrative et juridiction judiciaire. Le droit public, c'est tout ce qui concerne le droit fiscal, le droit administratif, le droit constitutionnel. On a l'impression que ça ne concerne pas les soignants, ça va concerner les soignants parce que, en particulier, tout l'hôpital public est géré par le droit public. Le droit privé, c'est le droit des personnes, le droit de la famille, le droit des contrats, le droit de la responsabilité civile, le droit du travail, le droit commercial, le droit de la sécurité sociale, d'une certaine manière également. Et puis, il y a un droit public qui est de compétence judiciaire, c'est tout le droit pénal, et on pourrait aussi peut-être penser que le droit de la protection sociale, le droit de la sécurité sociale entre dans cette catégorie. Et puis, il y a un droit mixte qui est le droit de la santé publique. Il y en a sans doute d'autres, mais la santé publique est particulièrement un droit mixte parce que, il va à la fois concerner l'hôpital public, rentrer dans le droit administratif. Il va concerner aussi, finalement, tous les soignants en activité libérale et on va être à ce moment-là dans le droit privé. C'est toujours un tout petit peu compliqué de dégager parfois ce qui relève du droit public et ce qui relève du droit privé. Et même quand on est en face de service public, un service public administratif va relever du droit public. Ce sont les écoles publiques, les universités publiques, l'armée, la police, la santé à travers les hôpitaux publics. Hein. Et là, les usagers ne sont pas véritablement, sauf par extension, dans une situation contractuelle. Donc, c'est la raison pour laquelle ça ne relève pas du droit privé. Et ces établissements ont un statut d'établissement public. Et puis, il y a des services publics qui relèvent du droit privé. C'est tous les services publics industriels et commerciaux, les sociétés nationalisées, les syndicats d'adduction d'eau, les régies de transport urbain, et qui sont là dans une situation où ils peuvent faire des bénéfices, par exemple. Et puis, il y a des services privés qui exercent des missions de service public. C'est la CPAM, par exemple. Et on leur donne finalement une concession de service public. Et puis, il y a des situations qui peuvent être liées à des systèmes publics, par exemple l'hospitalisation sous contrainte dans un établissement hospitalier public, et qui va, pour un certain nombre de choses, avoir des règles judiciaires, donc qui relèveront plutôt du droit privé. Donc c'est quelque chose de toujours un petit peu complexe pour savoir ce qui relève de l'un ou ce qui relève de l'autre. Mais, je dirais, ce qui est important, c'est d'avoir quand même à l'idée qu'il y a cette grande distinction entre public et privé. Alors, ces éléments
public, privé, bah, se rangent dans des classeurs, hein, ce qu'on appelle les codes. C'est des tiroirs, des classeurs, et c'est une manière de s'y retrouver, parce que dans la production juridique, dans la production de normes juridiques, on peut avoir parfois un peu de peine à trouver les bonnes références. Eh bien, les codes, qui sont rien d'autre que des classeurs, nous aident à trouver les références par grande catégorie. Alors, des codes, il y en a beaucoup, hein. Il y a le code civil, procédure civile pénale, du travail, de la sécurité sociale, de la santé publique, de l'aide sociale et des familles qu'on connaît bien, le code de la route qu'on connaît bien, mais on connaît moins le code des débits de boissons, on connaît moins le code des douanes. Et il y en a en fonction de quasiment tous les secteurs, hein. Et donc, évidemment, comme on ne peut pas connaître toutes les normes juridiques, et bien, quand on a besoin, on va se référer à un code. Alors, le droit de la santé, comme j'ai dit, ça n'est pas un droit extrêmement particulier, c'est un fourre-tout de normes publiques, de normes privées, et selon que l'établissement est un établissement public, selon qu'il est un établissement privé, selon qu'on a une activité libérale ou pas, eh bien, on va relever des différents droits, qui soient du droit privé, civil, qui soit du droit administratif. Et quand on fait certaines fautes particulièrement lourdes, on va relever du droit pénal. Mais d'un autre côté, on relèvera aussi du droit de la sécurité sociale. Donc, le droit de la santé est quelque chose qui n'a pas une spécificité particulière, c'est un regroupement de normes issues de catégories de droits différents. Alors, c'est ce qui va être donc intéressant de voir maintenant, c'est peut-être comment ce droit se produit. Hein, parce qu'il y a tout un système de production du droit, et c'est ce qu'on appelle une hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'un droit ne peut jamais contredire ce qui a été dans une norme supérieure. Et donc, il y a toute une déclinaison des normes juridiques, depuis le texte supérieur qui s'appelle la Constitution, jusqu'aux notes de service, jusqu'aux clauses contractuelles qu'on fait entre nous. Hein, donc, des normes qui sont écrites, les différents textes, des normes qui sont non écrites, les usages dont j'ai déjà parlé. Alors, c'est ce qui va fonder l'état de droit. Hein. L'état de droit, c'est ça, c'est que nous ne pouvons pas prendre une norme qui serait en désaccord avec une norme supérieure. Alors, elle peut toujours améliorer les choses, mais elle ne peut pas contredire. Hein. C'est ça la règle de l'état de droit, c'est ce qui évite l'arbitraire. Et donc, c'est ce qui suppose qu'il y ait une certaine indépendance de la justice, hein, qui suppose qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et c'est ce qui caractérise nos sociétés par rapport au système totalitaire. Hein. Et le fait qu'on puisse toujours, quand on a un litige avec quelqu'un ou une administration, saisir la justice. La justice, c'est un droit, une liberté publique de la saisir, et dès l'instant on n'est pas d'accord, c'est une règle habituelle, normale. Alors, on est toujours un peu surpris quand on saisit la justice, mais ça fait partie du fonctionnement démocratique des États. Alors la première chose, la Constitution, hein, qui organise les pouvoirs publics. Il y a peu de choses à dire en droit de la santé sur la Constitution. Ça ne nous impacte pas beaucoup, sauf de manière générale, et surtout à travers les préambules de la Constitution. Les préambules qui longtemps n'ont pas eu de vraie signification et qui en ont, ce sont sur les déclarations universelles des droits de l'homme, c'est la déclaration des droits de 1789. Les préambules fixent deux choses. Fixent d'une part les libertés publiques et fixent ce qu'on appelle aussi des droits de créance. Les libertés publiques, c'est les droits civils et politiques. Droit de faire, de ne pas faire, de se réunir, d'avoir la liberté de penser, etc. Et ça, c'est quelque chose d'impératif. On ne peut pas y déroger. L'autre chose sont les droits économiques et sociaux qu'on appelle les droits A, les droits créances sur la société. Et là,
il n'y a pas le même caractère impératif. Et donc, à travers les textes, les préambules, ça peut impacter le droit de la santé. Et ça impacte de plus en plus le droit de la santé à travers quelque chose qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité. C'est quelque chose d'assez récent. C'est-à-dire qu'à l'occasion d'un litige devant une juridiction, on peut invoquer un texte qui ne serait pas conforme à la Constitution. Jusqu'à présent, donc devant le Conseil constitutionnel, qui est le juge de la Constitution. Jusqu'à présent, ça n'était pas possible. Depuis un certain nombre d'années, c'est possible. Et alors, il y a toute une technicité procédurale dont je ne vais pas parler parce que c'est un boulot de juriste, ça. Mais ça a eu son importance, en particulier dans le monde de la psychiatrie, parce que c'est à travers une question prioritaire de constitutionnalité que l'intervention du juge des libertés de la détention, donc du tiers judiciaire, s'est inscrit dans les procédures d'hospitalisation sans contrainte et en particulier le renouvellement de mesures d'isolement et de contention de-delà des 48 heures. Et donc, il est probable que progressivement, à travers ces questions prioritaires de constitutionnalité, eh bien, il y ait de plus en plus d'impact de la Constitution, en tout cas des préambules constitutionnels dans notre droit. Mais c'est peu de choses. Les traités, en revanche, qui sont prévus par l'article 55 de la Constitution, vont nous impacter plus. Et ils sont toujours supérieurs aux lois françaises sous réserve de réciprocité. Et même une loi antérieure à un traité doit être écartée si elle n'est plus conforme à ce qui est visé dans le traité. Alors, les traités, bah, il y en a beaucoup, hein, c'est des traités entre deux pays ou entre plusieurs pays. A priori, on estime qu'ils n'ont pas beaucoup d'impact dans le droit de la santé, mais à travers deux situations, ils vont nous impacter de manière importante. C'est ce qui sort du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est ce qui siège à Strasbourg. C'est un peu une instance économique et sociale qui va très au-delà de l'Union européenne, parce qu'on y trouve la Russie, parce qu'on y trouve la Turquie, parce qu'on y trouve Andorre, parce qu'on y trouve un certain nombre de pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Et le Conseil de l'Europe a produit un texte qui s'appelle la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qui vient préciser un certain nombre de règles de garantie concernant les libertés qu'on utilise, par exemple, pour l'application d'une bonne justice, qu'on a utilisé dans le domaine de la psychiatrie, etc. Et ça a de l'importance parce que le Conseil de l'Europe a une émanation qui s'appelle la Cour européenne des droits de l'homme, et la Cour européenne des droits de l'homme peut être saisie quand toutes les voies de juridiction interne ont été épuisées. Donc elle est tout à fait utilisée, tout à fait importante. Elle a été utilisée dans des questions de fin de vie, elle a été utilisée dans des questions de transidentité, et donc elle impacte le droit de la santé. Et puis il y a le droit de l'Union européenne à travers les traités, le premier étant Rome, Maastricht, etc., surtout à travers le droit dérivé. Le droit dérivé, c'est ce que l'Union européenne produit à travers notamment des directives qui doivent être transcrites dans le droit national, dans le droit français. Et ces directives, il est obligatoire de les traduire. Si on ne le traduit pas en droit français, la France et les autres pays, évidemment, sont condamnés à des indemnités. Donc ça nous coûte cher, donc on a intérêt à les traduire. Et donc, ce droit dérivé, ces directives vont impacter notamment les questions, par exemple, alimentaires, hein, les normes alimentaires, les normes d'étiquetage, c'est du droit dérivé européen. L'idée de reconnaître les qualifications professionnelles et la libre installation des professionnels dans l'UE, et c'est pour ça qu'il y a plein d'étudiants qui font parfois maintenant leurs études à l'étranger, les diplômes sont reconnus, c'est du droit dérivé européen. Et puis en 2011, il y a une directive tout à fait importante qui concerne le droit des patients
et en particulier le remboursement des soins effectués dans d'autres pays de l'UE, hein, de l'Union européenne. Donc ce droit dérivé, il est tout à fait essentiel, et donc il faut savoir que ben, nous ne sommes pas tout à fait maîtres de nos textes de juridiction. Alors, la loi, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a qu'une compétence d'attribution. Elle n'est pas, elle ne traite pas de tous les sujets et elle fonctionne dans dans des procédures très particulières pour être produite. Vous avez entendu donc ce qui s'est dit autour des 49.3. J'insiste pas, c'est quelque chose, je dirais, quasiment maintenant du domaine public, ce fonctionnement de la loi. Vous avez aussi un particularisme de la loi qui est la loi référendaire, c'est-à-dire quand le peuple lui-même décide d'adopter une loi, mais ça ne concerne pas les questions de droit de la santé, donc je n'y insiste pas. En revanche, il est beaucoup plus intéressant de s'intéresser aux ordonnances, qui est là, ce qu'on appelait jadis des décrets-lois, quand le Parlement donnait compétence au gouvernement pour produire de la loi. Donc il y a une loi d'habilitation et puis ensuite une loi de ratification. Et entre les deux, c'est un statut intermédiaire de décret, mais surtout, par ordonnance, il va y avoir beaucoup de textes de droit de la santé. C'est par exemple la création des agences régionales de l'hospitalisation devenues ARS, c'est une création par ordonnance. Toute la sécurité sociale, c'est une création par ordonnance. Donc c'est une forme particulière de production de la loi qui, lui, impacte le droit de la santé. Alors, les lois, il y en a plusieurs, hein. Il y a des lois qui concernent le fonctionnement de l'État, j'insiste pas. Il y a des lois impératives qui sont des lois d'ordre public. Et puis, donc, la majorité des lois hein, sont des lois d'ordre public, mais il existe aussi des lois supplétives de volonté, c'est-à-dire que quand vous ne décidez pas de quelque chose, ben, c'est ce type de loi qui va s'imposer. Par exemple, dans le mariage, si vous ne dites pas je veux une séparation de biens, ben vous aurez la communauté légale réduite aux acquets, mais on peut faire un autre choix. Mais si on ne fait pas le choix, c'est celui-là qui s'impose. Pour les dons d'organes, vous êtes présumé donneur, sauf si vous avez exprimé un refus. Mais si vous n'avez pas exprimé un refus, eh bien, vous êtes considéré comme un donneur. Donc, c'est là un type de loi supplétive de volonté. On peut considérer que la loi Léonetti-Claes, qui prévoit des directives anticipées, est une loi supplétive de volonté. Et puis, vous avez des lois interprétatives. En particulier, il y a eu une loi Schiappa de 2010 qui a précisé les conditions de vulnérabilité d'un mineur de moins de 15 ans en cas d'agression sexuelle. Ce n'était pas très précis jusqu'à présent. Donc, il a fallu une loi complémentaire finalement au code pénal, à la loi pénale, et pour venir préciser un certain nombre de choses. Mais bon, je dirais, il y a dans le domaine de la santé un certain nombre de lois supplétives de volonté, il faut le savoir. La loi s'applique après promulgation et après publicité. Nul n'est censé ignorer la loi. Il faut donc qu'elle ait été promulguée au journal officiel. Mais surtout, ce qui est important à retenir, c'est qu'elle ne vaut que pour l'avenir. Elle n'est jamais rétroactive, sauf dans le cas de la loi de pénale plus douce ou de certaines lois de procédure, mais elle n'engage que l'avenir. Et une loi nouvelle l'emportera toujours sur une loi ancienne. Et une loi particulière, une loi spéciale l'emportera toujours sur la loi générale. C'est parfois un peu compliqué de savoir ce qui est spécial, ce qui est général, mais ça, c'est un travail d'interprétation de juriste. Mais dans notre domaine, il faut se préoccuper de ce qu'est la loi générale, la loi spéciale. Si vous prenez le code pénal, par exemple, au sein d'une même loi, vous allez avoir le secret professionnel qui va être à un endroit. Et puis après, vous avez l'obligation de dénonciation qui va être à un autre endroit. Et celle qui se trouve avant, finalement, c'est celle qui va emporter la décision. Hein, la loi nouvelle ou la loi
première sur la loi seconde. Eh bien là, le secret professionnel est quelque chose qui va l'emporter finalement sur le reste par rapport à finalement l'obligation qui est faite à tout citoyen de dénoncer un crime ou un délit. Et puis, ces lois, pour être efficaces, il leur faut un décret d'application. Ce décret d'application, eh bien, nous amène au deuxième niveau de normes juridiques. Ce sont les décrets qui sont pris par le gouvernement et l'essentiel de notre droit est pris par décret. Ensuite, vous avez les arrêtés qui sont pris par un ministre. La différence, par exemple, un décret, ça va être le code de déontologie des médecins, ça va être le décret portant statut particulier des professions infirmières, et l'arrêté, c'est quelque chose qui va changer plus souvent, comme par exemple dans la fonction publique, les indices de traitement, les indices de salaire. Alors, les arrêtés, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être pris aussi par des autorités déconcentrées. Un préfet prend des arrêtés, un président de conseil régional, un président de conseil départemental, un maire prennent des arrêtés dans leur domaine de compétence. Mais tout arrêté, comme tout décret, comme tout texte, doit comporter des visas, c'est-à-dire les textes de niveau supérieur auxquels ils se réfèrent et dont ils sont la déclinaison. Il y a ensuite des circulaires, mais les circulaires, c'est essentiellement de l'interprétation des textes. Comme c'est souvent très compliqué, il faut préciser les choses. Et puis les notes de service, c'est quelque chose qui va s'appliquer à un espace plus restreint. La note de service obéissant à un certain formalisme, mais produisant du droit. Et donc, le formalisme des notes de service, il est parfois bien oublié, donc ce qui peut entraîner leur annulation sans cas de contentieux, mais c'est une forme de production du droit. Et j'insiste pas sur délégation de pouvoir ou délégation de signature, ça c'est quand on a envie de chicaner et de contester des choses, mais il y a donc, comme je vous disais aussi, toutes les clauses contractuelles, je n'insiste pas, j'en ai parlé au début. Et il y a bien sûr tout ce qui est non écrit, les usages, on en a déjà parlé, hein, et la jurisprudence, c'est comment les tribunaux vont juger, vont interpréter. Une jurisprudence ne vaut que pour une situation particulière, mais cette situation particulière, elle est toujours... on peut y faire référence, et c'est ça la jurisprudence, c'est faire référence à un jugement qui a été pris dans une situation particulière avec des jugements plus importants que d'autres. Il va de soi que le Conseil d'État ou la Cour de cassation, c'est plus important que le tribunal local. Mais il faut regarder aussi ce que fait le tribunal local parce que il nous donne une idée de comment les juges dans le coin vont apprécier une situation. Hein, et en particulier, à Nevers, on est de la Cour d'appel de Bourges. La Cour d'appel de Bourges était connue pour avoir des jugements toujours un peu étranges, soit parce que c'était des jeunes magistrats qui voulaient faire carrière et qui se singularisaient, soit c'était des vieux magistrats un peu placardisés en fin de carrière qui voulaient embêter. Hein, donc il faut regarder parce que des fois, les textes, on a l'impression qu'ils vont s'appliquer à nous et puis les magistrats vont décider autrement. Donc il vaut d'abord mieux regarder ce que font les magistrats avant d'aller regarder les textes, hein, puisque je vous ai dit, ils n'appliquent pas la loi. Alors, qu'est-ce qui applique la loi? Ce sont les juridictions. Et les juridictions, ils vont donc produire, comme je disais, de la jurisprudence. Alors, la lecture d'un jugement, elle est à travers ce qu'on appelle les prétentions des parties, une motivation dans comment les juges vont appliquer le droit, et ensuite le droit, le dispositif qui est donc le jugement en tant que tel. Et puis, ces juridictions, elles sont multiples. Je vous ai dit qu'il y avait une distinction importante entre juridiction administrative et juridiction judiciaire. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est le double degré de juridiction, les juridictions de premier niveau, les juridictions d'appel. Et puis, il y a une distinction entre juridiction du fond ou du fait et les juridictions du droit, c'est-à-dire Cour de cassation et Conseil d'État.
et puis la question prioritaire de constitutionnalité, et quand toutes les voies internes sont épuisées, le recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis, dans un jugement, il faut toujours un délibéré, une réflexion avant de prendre la décision. Et ce délibéré est obligatoire, même s'il ne dure que quelques minutes, ce qu'on appelle délibéré sur le siège. Mais il est toujours nécessaire, avant de décider, de réfléchir. Sinon, on est dans un vice de forme. Alors, on peut hésiter parfois entre les juridictions, mais j'insiste pas parce que ça, c'est vraiment des éléments de juristes. L'ordre juridictionnel public, il y a plein de tribunaux, mais j'insiste pas, c'est des éléments de juristes. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est dans les juridictions administratives, des tribunaux administratifs au premier degré, hein, qui vont juger les conflits entre les particuliers et l'administration, les conflits entre administration, les conflits entre agents publics et leur employeur administratif. À Nevers, c'est le tribunal de Dijon. Et ensuite, on peut à double degré de juridiction, cour administrative d'appel, à Nevers, c'est Lyon. Et puis, juridiction de cassation, juridiction du droit, le Conseil d'État. Et puis, ces juridictions administratives ne regroupent pas les juridictions judiciaires. Les juridictions judiciaires, c'est les tribunaux judiciaires au premier niveau, les cours d'appel ensuite, et la Cour de cassation, qui est la juridiction du droit. Ces juridictions vont juger ce qui est de l'ordre de de l'aspect privé des situations ou l'aspect de droit pénal public à travers les infractions qu'on peut commettre. Et puis, il y a au niveau de l'ordre juridictionnel privé, des tribunaux qu'on appelait jadis de sécurité sociale, qui sont aujourd'hui des chambres sociales de proximité, qui jugent à la fois la conformité avec les textes, hein, est-ce qu'on rentre, est-ce que l'application qu'on nous a faite quelque chose est conforme au texte, et qui jugent aussi du contentieux technique, hein, est-ce que finalement la reconnaissance d'un handicap a été, par exemple, appréciée de manière pertinente. Hein, donc, il y a beaucoup de normes de juridiction, hein, mais retenez qu'il y a un premier degré, une juridiction d'appel, une juridiction de cassation. Alors ensuite, au niveau des procédures, eh ben, il y a diverses procédures, hein, mais ça, je dirais, c'est quelque chose que nous pourrions faire de manière plus précise. La je dirais, la recension de toutes les juridictions. Il y a des juridictions publiques que vous pouvez connaître, c'est les juridictions ordinales ou disciplinaires, qui ont un fonctionnement un peu particulier, mais qui restent des juridictions publiques, parce que leur appel se fait devant le Conseil d'État. Elles appliquent finalement je dirais, elles ont une prérogative de puissance publique. La preuve, c'est qu'elles lèvent l'impôt à travers la cotisation. Alors, la cotisation dans une association, elle est volontaire. À un ordre professionnel, elle est imposée. Donc, c'est une forme d'impôt. Et puisque c'est une forme d'impôt, eh bien, ça relève du droit public. Alors, donc, encore une fois, toutes ces questions de juridiction, c'est quelque chose qui pourrait être appliqué dans un module complémentaire. Hein, et donc, il y a dans tous ces droits eh bien, des aspects qui sont des aspects qui vont concerner les choses, donc les droits qu'on a sur les choses, ce qu'on appelle des droits réels, hein, qui se transfèrent avec la chose, hein, l'usus, l'abusus, le fructus, hein, usufruit. Abusus, c'est vous avez le droit de vendre, de donner, de détruire, ce qu'on appelle la nue propriété. L'abusus, c'est le droit non, l'usus, c'est le droit d'en profiter. Le fructus, c'est le droit d'en tirer des fruits.
Donc, ce qu'on appelle les droits réels. Et puis, il y a les droits personnels. Droit de faire ou de ne pas faire, d'effectuer une action en justice, de réparer ce qu'on a mal fait, etc. La responsabilité, d'ester en justice. Et puis vous avez des droits de la personnalité qui sont hors commerce juridique et qui intéressent beaucoup le droit de la santé. C'est le droit à l'image, à l'honneur, à l'intimité, à l'information et tout ce qui concerne finalement le corps humain et ses dérivés. Alors, les gens qui finalement disposent de ces droits sont des titulaires du droit. Les personnes titulaires du droit, elles ont besoin d'avoir un nom, un domicile, un état civil. Elles ont besoin d'avoir une capacité ou une incapacité. Donc, les mineurs, les incapables majeurs, n'ont pas forcément la capacité, ou en tout cas, ils ont une capacité de jouissance, mais pas une capacité d'exercice sont des notions un peu complexes. Et bien, quand on est titulaire du droit, on possède une personnalité juridique, on possède un patrimoine juridique, pour autant qu'on soit né, vivant et viable. L'embryon n'est pas une personne. L'embryon dispose de droits particuliers, mais n'est pas une personne. Donc, il n'a pas la personnalité juridique. Le mort dispose de droits particuliers, mais il n'a pas la personnalité juridique. Et donc, il faut être vivant et viable et être titulaire d'une capacité à agir qui n'est pas forcément reconnue à tous, mineurs, incapables majeurs ou certains faillis. Monsieur Alors, Bernet, oui, excusez-moi de vous interrompre, mais il va falloir conclure pour que je nous vais, puissions con- passer aux questions, s'il vous je plaît. vais conclure. Merci. Donc, il y a, à travers ce qu'on est dans notre personnalité juridique, des choses qu'on va faire de manière contractuelle, ce qu'on appelle des actes juridiques, et des choses qu'on va faire de manière plus ou moins involontaire, ce qu'on appelle des faits juridiques. Les actes juridiques, c'est ce qui va relever du contrat. Les faits juridiques, c'est ce qui va finalement entraîner notre responsabilité. Une responsabilité, elle peut être contractuelle quand on n'a pas respecté les termes d'un contrat qu'on a passé. Elle peut être délictuelle, extra-contractuelle, quand elle résulte de quelque chose qui est involontaire. Et donc, finalement, cette responsabilité, elles sont multiples. Il y a la responsabilité contractuelle, il y a la responsabilité extra-contractuelle civile quand on a fait une faute, faute de négligence, euh, faute à cause d'un objet qu'on a sous sa garde qui n'est pas exempt de vice, faute des produits défectueux, faute d'autrui, par exemple de ses enfants. On a une responsabilité de plein droit du fait des fautes de ses enfants. Faute d'un préposé, du fait qu'on est commettant. Quand on emploie quelqu'un, on a une responsabilité d'employeur, parfois presque de plein droit. On ne peut pas tellement y déroger. Et il y a ensuite des responsabilités qui sont des responsabilités administratives, des responsabilités pénales. Les responsabilités administratives, c'est quand on travaille dans un service public, une distinction entre la faute détachable du service. Alors, on a fait une grosse bêtise, une infraction pénale. On a tapé sur une personne âgée, coups et blessures. C'est détachable du service. Et il y a des fautes qui sont liées au service, une mission qui n'a pas été bien effectuée, mais qui n'est pas l'indication d'un caractère malveillant du sujet. Faute en lien avec le service ou faute de service. Vous avez des responsabilités sans faute qui sont les vaccinations ou les erreurs médicales imprévues. Et donc là, il peut y avoir l'État qui se substitue à travers le Fonds de garantie des victimes. Et puis vous avez une responsabilité pénale qui est la responsabilité du fait des infractions qu'on peut commettre. Les infractions, elles sont décrites. Il ne peut pas y avoir d'infraction qui ne soit pas décrite. Et c'est ce qu'on appelle l'élément légal. Il faut qu'il y ait un élément matériel, donc quelque chose qui a commencé à constituer l'infraction.
hein. L'idée de la commettre n'est pas suffisante. Il faut vraiment un commencement d'exécution et il faut un élément intentionnel. Il faut avoir envie de commettre une infraction. Alors, dans le cas des infractions volontaires qu'on rencontre souvent dans le monde du soin, ou souvent, en tout cas qu'on peut rencontrer plutôt dans le monde du soin, eh bien, les homicides involontaires, les blessures involontaires, il y a poursuite pénale quand le comportement est tellement anormal qu'une négligence tellement inadmissible que ça s'apparente à quelque chose qu'on a fait exprès, donc à quelque chose qu'on a fait de manière intentionnelle. Alors, comme je vous disais, dans les infractions pénales, il n'y en a pas tant que ça qui vont concerner le droit de la santé. Ça peut concerner des choses que rencontrerait partout, comme la injure, la diffamation. Ça peut concerner l'empoisonnement, hein. Quand on utilise un produit qu'on sait vicier, voilà, on le sait, ça va entraîner des conséquences. Ça peut s'appeler un empoisonnement. Les blessures et homicides involontaires, bah, il y a des conséquences de nos actes qu'on n'avait pas prévus, mais qu'on n'a peut-être pas pris les précautions suffisantes. Il y a quand même tout ce qui concerne le manquement au secret professionnel, hein, qui porte sur ce qu'on a vu, entendu, déduit, et ça va nous entraîner à plein d'ambiguïtés au niveau du secret partagé. Le secret partagé qui doit être quelque chose qui est consenti, on l'oublie trop souvent. Un secret professionnel qui est différent de l'obligation de réserve, laquelle obligation de réserve concerne essentiellement ce qu'on a appris dans le fonctionnement d'un service. Le secret professionnel pas concerner ce qui est de l'ordre d'une personne, l'exercice illégal de certaines professions, la mise en danger délibérée, c'est-à-dire que on va faire des actions d'une telle, même s'il n'y a pas vraiment de conséquences graves, ou en tout cas, ça va être une infraction supplémentaire qui va s'ajouter. Donc voilà à peu près les infractions qu'on va rencontrer en droit de la santé. Encore une fois, c'est des choses qui pourront être précisées dans des modules complémentaires. C'est vraiment un balayage rapide que je vous ai fait. Le module complémentaire peut avoir lieu dans tout ce qu'est le contrat, dans les responsabilités extra-contractuelles, dans l'analyse des infractions pénales, dans l'analyse du consentement et du contrat. Voilà donc rapidement dites les choses. Encore une fois, je m'excuse de la petite interruption que j'ai eue, mais la petite interruption ne nous aurait pas permis d'en dire beaucoup plus dans cette base introductive qui doit simplement donner envie d'aller plus loin. Merci beaucoup, je suis disponible pour les questions. Merci, Monsieur Vernet, pour votre intervention. Donc, nous avons une question et puis j'en ai aussi quelques autres. Donc, je vais commencer par la première. Pour hospitaliser une personne sous contrainte, devons-nous faire appel à un juge ou cela intervient au-delà d'un délai d'hospitalisation supérieur à 15 jours? Alors, l'hospitalisation sous contrainte est une décision administrative. La décision administrative n'a pas besoin. Alors, c'était jadis ce qu'on appelait une loi d'exception. Hein, il y avait quelques lois d'exception, c'est-à-dire la privation de liberté indépendamment de l'intervention judiciaire. Et il y avait l'hospitalisation sous contrainte, il y avait l'arrestation administrative des étrangers, il y avait la suppression administrative du permis de conduire. Aujourd'hui, ces lois d'exception n'existent plus parce qu'il y a l'intervention du tiers judiciaire, l'intervention du juge. La liberté d'aller et venir est fondamentale. Mais on peut toujours empêcher les libertés, c'est le propre du juge de pouvoir les empêcher. Mais au nom de l'ordre public, on peut empêcher une liberté de manière temporaire. Il n'y aurait d'aspect liberticide que si ça durait. Or, il y a ensuite, dans toute hospitalisation sous contrainte, un délai au-delà duquel le juge de la liberté et de la détention va intervenir.
Donc, il n'est pas obligatoire qu'il intervienne a priori, il intervient a posteriori, mais son intervention a posteriori est obligatoire et s'il n'est pas intervenu, si on ne l'a pas saisi, eh ben, là, il y aura un vice de forme, hein. Mais il n'y a de, je dirais, d'arbitraire que ce qui va durer, hein. Donc, encore une fois, dans ce droit particulier de l'hospitalisation sous contrainte, de la psychiatrie, il y a une compétence administrative initiale qui est sous contrôle du juge a posteriori. Voilà. Alors, j'ai une autre question qui vient juste d'arriver. Donc, j'ai été heureux d'apprendre l'étymologie du mot jurisprudence et je me questionne du coup sur celle du mot impôt. Avez-vous la réponse, s'il vous plaît? Sur celle d'impôt. Oui. Non, je la connais pas comme ça. Je me suis jamais préoccupé de ce qui était le mot impôt. Mais un impôt, c'est ce qui s'impose, hein. Donc, c'est ce qui est obligatoire. C'est ce qui a une force obligatoire. La force obligatoire, c'est quelque chose qui s'impose à nous malgré ce qu'on peut en penser. Nous n'avons pas de marge de liberté, d'appréciation. Voilà. C'est comme ça que je dirais, hein. Ça vient du latin, manifestement, qu'on retrouve dans imposer, imposition, donc obligation. Voilà. C'est là-dessus que ça a. L'obligation étant quelque chose qui nous est créé extérieurement ou qu'on se crée nous-mêmes et qui ne nous laisse pas de marge d'appréciation. Merci. J'en avais une autre. Au début de votre intervention, vous nous avez parlé des différentes obligations que sont les obligations de moyens et de résultats. Pouvez-vous nous donner peut-être quelques exemples concrets d'obligations de moyens et d'obligations de résultats et leurs conséquences dans la pratique soignante, s'il vous plaît? Eh bien, l'obligation de moyens, c'est de mettre en place tous les outils nécessaires. Ou quand on doit rechercher un consentement. On doit maintenant rechercher le consentement systématique. Il est évident que parfois c'est compliqué. Alors, le consentement, quelqu'un de dément, c'est compliqué, mais on doit s'efforcer de le faire. Le consentement d'un malade psychiatrique hospitalisé, on doit s'efforcer de le rechercher. C'est une obligation, on ne peut pas y échapper. Ça ne veut pas dire qu'on l'obtiendra, hein, ce qui serait l'obligation de résultat. On peut faire, même si eh bien, les gens ne sont pas d'accord. Mais on a fait en sorte de rechercher l'obligation, le consentement. Alors, il est évident qu'il y a des situations d'urgence où des gens sont inconscients. On ne va pas rechercher le consentement immédiat. Mais notre obligation de moyens va essayer de s'informer s'il y a des directives anticipées, s'il y a des choses comme ça, s'il y a une personne de confiance. Pas immédiatement, il y a des choses d'urgence à faire. Mais c'est ça notre obligation de moyens. Mais on n'est pas toujours en capacité de réussir, hein, de pouvoir. Et donc, l'obligation de résultat serait d'avoir toujours quelque chose à 100% de réussite. Dans les professions soignantes, on n'est pas sûr d'obtenir un résultat toujours satisfaisant, mais on aura fait du mieux possible. L'obligation de moyens, c'est faire du mieux possible. L'obligation de résultat, c'est de faire absolument avec la réussite à la clé. Ben, elle n'est pas toujours là. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire. Merci. Mais vous venez de nous parler du consentement. Quelles sont les conditions qui sont requises pour pouvoir consentir, surtout quand on est une personne en situation de vulnérabilité, par exemple? Alors, pour consentir, il faut d'abord l'autonomie de la volonté. Hein, l'autonomie de la volonté, ça veut dire qu'on est en capacité de. La capacité, c'est donc une capacité d'exercice. Il y a la capacité de jouissance
que nous avons tous, sauf si on est privé de ses droits civils, civiques ou de famille, mais sinon la capacité de jouissance, nous l'avons tous, mais la capacité d'exercice, nous ne l'avons pas tous. Les mineurs n'ont pas la capacité d'exercice générale. Les majeurs protégés n'ont pas leur capacité d'exercice pleine et entière. Hein. Donc il faut cette capacité. Cette capacité nous permet d'avoir une autonomie de la volonté. L'autonomie de la volonté, elle doit, pour s'exercer, avoir l'information suffisante, une information honnête, claire, loyale, exhaustive. Hein, donc, l'information dans le monde du soin est de plus en plus importante et elle a été longtemps sur les risques. Maintenant, elle est générale, même quand il n'y a pas de risque. Hein. Ne pas informer, même si tout se passe bien, même s'il n'y a pas de risque, eh ben, on va engager notre responsabilité. Donc, l'information, la garantie des vices cachés, j'en ai parlé, et il faut que la volonté ne soit pas obtenue par erreur, dol ou violence. Violence, c'est facile, dol, c'est la tromperie, l'erreur, c'est parce que on a bien expliqué les choses, hein. Et donc, on a informé correctement. L'information n'étant pas seulement donner des papiers, l'information, c'est avoir vérifié que les gens ont bien compris ce qu'on leur a dit, dans une langue qu'ils ont comprise, etc. Et c'est au médecin ou au soignant d'apporter la preuve qu'il l'a donnée. Hein. Jadis, c'était au patient d'apporter la preuve qu'il n'avait pas eue. Maintenant, il est présumé ne pas l'avoir eue. Hein, donc, au soignant d'apporter la preuve qu'il a donné l'information. Et puis, il faut, pour qu'un contrat se passe, que ce soit licite. Hein, c'est-à-dire que par exemple, un contrat de mère porteuse, il est illicite parce que le corps humain est indisponible, on ne peut pas louer son corps. Alors vous me direz, le contrat de travail, c'est une forme de location de son corps. Et la prostitution, c'en est une, mais la prostitution, c'est pas vraiment licite. En tout cas, je dirais, le corps ne nous appartient pas complètement. Hein, le corps humain est indisponible, c'est pour ça que les produits du corps humain sont gratuits. Les seuls produits du corps humain qu'on peut mettre dans une relation financière, ce sont les cheveux. Parce que les cheveux repoussent, les cheveux sont extérieurs d'une certaine manière au corps humain. Tout le reste, c'est gratuit parce que le corps humain est indisponible au commerce juridique. On n'en fait pas n'importe quoi. Et donc, voilà à peu près les éléments du consentement. C'est tout à fait intéressant, le consentement est de plus en plus important dans le monde de la santé, mais ça mérite un module complémentaire à lui tout seul. Et puis j'ai une dernière question. Donc parmi toutes les différentes juridictions que vous avez pu nous citer tout à l'heure, comment savoir quelle juridiction saisir, notamment quand on a une personne publique face à une personne privée? Ah ben c'est simple, hein, je dirais dès l'instant où il y a une personne publique, c'est le tribunal administratif. Alors parfois, je l'ai dans les diapos, mais j'allais pas insister parce que c'est compliqué. Parfois, les deux ordres de juridiction ont envie de se saisir. Hein, vous allez devant le tribunal judiciaire, il se saisit. Mais il y a une personne publique. Donc le préfet doit faire ce qui s'appelle un déclinatoire de compétences. Donc, il demande à la juridiction judiciaire de se dessaisir. Elle le veut, les choses sont simples, ça va au tribunal administratif. Elle ne le veut pas. Le préfet doit faire ce qu'on appelle un arrêté d'élévation du conflit. Le préfet, parce que c'est lui qui pilote dans un département les différents services publics, doit prendre un arrêté d'élévation du conflit et ça va devant une instance paritaire entre Conseil d'État et Cour de cassation qu'on appelle le tribunal des conflits qui décide à ce moment-là si c'est de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif. Hein, donc c'est lui qui va décider dans cette situation quelle est la juridiction compétente. Alors parfois aussi, aucune des deux juridictions ne veut se saisir et à ce moment-là, on saisit le tribunal des conflits qui va décider de la juridiction compétente. Mais pour les choses les plus simples, dès l'instant où on a une personne publique,
c'est la juridiction administrative, avec des exceptions, parce qu'il y a toujours des exceptions avec le droit. C'est que même si vous avez un véhicule qui est public, la compétence sera judiciaire. Tout le contentieux des accidents de la route est de compétence judiciaire. Et le droit de la sécurité sociale. La sécurité sociale est un établissement qu'on peut considérer comme un établissement public, hein. Le droit de la sécurité sociale est un peu un droit public, mais c'est de la compétence judiciaire. Et d'ailleurs, les agents de la sécurité sociale, sauf le comptable et le directeur, sont des agents de droit privé qui sont régis par le Code du travail. Voilà, ces exceptions près, tout ce qui relève d'un contentieux avec un service public, une personne publique, c'est le droit administratif, le tribunal administratif. Merci, Monsieur Vernet. Donc, on va pouvoir conclure pour notre webinaire de janvier. Je vous remercie tous de votre présence et de votre participation. Pour rappel, notre prochain webinaire, qui est prévu le 7 février, portera sur le vocabulaire de la santé mentale et sera également animé par Monsieur Vernet. Je rappelle que ce webinaire n'est pas un webinaire gratuit, mais qu'il est gratuit pour l'ensemble des étudiants sur présentation d'un justificatif et au tarif de 20 € comme nos autres webinaires suivants. Nous continuerons à vous proposer ponctuellement par rapport au sujet d'actualité des webinaires gratuits ou des web infos. Mais nous vous en tiendrons informés dès que nous aurons connaissance de leur date et de leur sujet. En attendant, n'oubliez pas de compléter le questionnaire des acquis qui va vous être adressé à l'issue du webinaire et nous vous ferons parvenir le lien pour le replay d'ici une semaine. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Au revoir.